Alors, tout ce qui fait qu'on peut être heureuse, parmi les éléments que tu m'as proposés, à mon sens, il y a rien de ça qui permet d'être heureux absolument. Voilà. La célébrité, c'est pas ça qui rend heureux, c'est une autre façon d'être vu et une autre façon de voir les gens. Le métier de comédienne, c'est un métier difficile parce que c'est un métier humainement qui est compliqué. On vit dans le désir de l'autre et quand on n'est plus ni aimé ni désiré, ben, on souffre et on est en attente d'être re-aimé et redésiré. Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aline Blondiot. Aline, comment tu vas? Bonjour Elena, ça va très bien. Je Bah te écoute, remercie et toi? super bien. Je suis très très contente de te retrouver, Aline, parce que je t'ai beaucoup regardé en fait dans la série Sous le soleil. C'est là où je t'ai découvert. Ça a bercé une partie de mon enfance et de mon adolescence. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes t'ont découvert via cette série parce que tu as été dans cette série, tu as été dans la série Les filles d'à côté aussi. Et tu as commencé à être connue un petit peu malgré toi, on va dire, avec ton mariage avec Johnny Hallyday. Donc, tu as eu une carrière de comédienne, d'actrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu passes de ça, finalement, au métier de sophrologue, d'écrivain, en passant par un burn-out. Et c'est là, finalement, où ça m'intéresse et j'ai voulu t'interviewer parce qu'aujourd'hui, en tant que coach, j'accompagne beaucoup de personnes, finalement, à changer de carrière, à quitter ce qui ne leur correspond plus, à trouver leur place, à réaliser ce qu'on peut appeler communément la mission de vie, mais en tout cas, vraiment se sentir à sa place, à réaliser ses rêves, voilà, à se sentir bien. Et ça passe beaucoup, malheureusement, par des personnes qui, comme toi, vivent un burn-out, vivent un accident, vivent parfois un cancer, parfois des choses dramatiques avant de changer. Et donc, toi, Aline, finalement, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a sur le papier tout pour être heureuse, c'est-à-dire la célébrité, la reconnaissance, un métier qui peut faire rêver beaucoup de personnes, hein, le monde finalement de la comédie, du cinéma, ça peut attirer beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait malgré tout que tu arrives en burn-out et tu fais un burn-out? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'amène à ça? Alors, tout ce qui fait qu'on peut être heureuse, parmi les éléments que tu m'as proposés, à mon sens, il y a rien de ça qui permet d'être heureux absolument. Voilà. La célébrité, c'est pas ça qui rend heureux, c'est une autre façon d'être vu et une autre façon de voir les gens. Le métier de comédienne, c'est un métier difficile parce que c'est un métier humainement qui est compliqué. On vit dans le désir de l'autre et quand on n'est plus ni aimé ni désiré, ben, on souffre et on est en attente d'être re-aimé et redésiré. Donc, c'est pas simple non plus. Euh, donc, c'est vraiment, enfin voilà, ce ne sont pas forcément les choses pour être heureux. Donc, je pense que le bonheur n'est pas à travers ces choses-là. Voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis et justement, ça me fait rebondir sur ma deuxième question en fait. Parce que tu vois, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on a beaucoup tendance, et beaucoup les jeunes, hein, on va dire, à se comparer et surtout avoir des vies finalement qui peuvent être très attrayantes sur le papier de nouveau, avec des beaux endroits, des belles voitures, des belles filles, des célébrités, de l'argent, etc. Et ça peut vraiment faire fantasmer beaucoup de jeunes qui finalement, si eux n'ont pas ça, tu vois, ils se sentent pas heureux et pas à leur place. Ils ont l'impression qu'ils ont besoin de ça, en fait, pour se sentir heureux. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire justement, enfin, à ces jeunes-là? Quel est finalement en fait l'envers du décor, tu vois? Parce que justement, c'est ça qu'on ne voit pas quand on voit les personnalités, c'est qu'on voit juste le côté qui brille. Et en fait, comme dans toute chose, il y a les deux parties. Qu'est-ce qu'on ne voit pas justement? Quel est l'envers du décor d'une personne comme toi, qui était comédienne, qui avait beaucoup de succès? C'est quoi l'envers du décor? C'est quoi les difficultés qu'on rencontre euh, dans cette vie-là? Alors, je crois qu'il y a pas mal de choses. C'est hyper intéressant. Alors, je vais essayer de mettre deux, trois trucs sur la table. Déjà, quand on est artiste, la plupart du temps, c'est que on est hypersensible. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment un filtre émotionnel qui est tout le temps basculé dans un sens, dans l'autre, dans le positif comme dans le négatif. Il y a une vraie hypersensibilité chez la très, très grande majorité des artistes. Donc, ça, c'est compliqué
souvent d'être heureux avec ça. La deuxième chose, c'est que la vie rêvée, bah oui, on donne une vie rêvée. Mais on donne une vie rêvée parce que quand on est sur un tournage, on est maquillé, on est coiffé, on est au mieux de ce qu'on peut être, surtout dans des séries esthétisantes, comme les séries dans lesquelles j'ai pu jouer, où on devait être les belles nanas. Donc on incarnait un esthétisme. Et vous Alors on l'étiez? avait, oui, un milliard de malheurs, mais on avait toujours le super make-up, la super robe, la super voiture, la super villa, même si on était censé gagner le SMIC, des choses comme ça. Donc il y a toute cette mise en scène-là, et je pense que les gens ne sont pas dupes que de ça. Ensuite, il y a le truc que quand on est célèbre, les gens ont toujours l'impression qu'on a du fric. Voilà, tu es célèbre, donc tu as de l'argent. Et on a beaucoup d'exemples de gens qui ont pu être très célèbres et puis qui sont morts dans la solitude, dans le dénuement, dans les problèmes financiers très, très graves. Sauf que c'est un milieu où si on dit qu'on a des problèmes d'argent, et d'un seul coup, on devient pestiféré. Donc, il ne faut pas le dire. Donc, on cache. Donc, arriver dans une vie d'artiste, c'est arriver avec une hypersensibilité. Et c'est pas forcément y arriver, c'est aussi y arriver parfois parce qu'on a un besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance, c'est un peu un puissant fond. Donc, tu vois, c'est pas C'était tout ton cas, ça. par exemple? C'était ton cas Pardon? C'était ton cas, tu avais le besoin de reconnaissance à travers ce métier? Moi, j'ai eu un besoin de reconnaissance parce que j'ai été connue par procuration. Moi, je voulais faire de la comédie, mais je voulais aussi être auteur, et puis je voulais aider les autres. Donc, je les ai aidés à travers des associations caritatives. Aujourd'hui, j'ai structuré ça différemment, je l'ai modélisé différemment. Mais il y avait ce besoin d'être connue parce que je n'étais plus seulement. Alors, au début, c'était parce que j'étais la fille de. Parce que mon père était un parolier, qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça, même s'il était antiquaire. Donc, c'était. Donc, mais j'étais une petite fille d'eux, c'est-à-dire pas d'une grosse star. Et ensuite, je me suis retrouvée à être connue par procuration. La Et femme les de? gens, pardon, En étant la femme de, du coup? en étant la femme d'eux, et puis j'étais toute jeune, donc il y avait un truc un peu scandaleux, mais c'était mieux, plus simple de fusiller une gamine de 18 ans qu'une grande star de plus de 40 ans, déjà bien en place. Donc il était plus agréable et plus facile de me détester, de me mettre des bâtons dans les roues. Donc après, moi, j'étais en espèce de, de, de surveillance par tout un monde que je ne connaissais pas. Et ensuite, à prouver que, ouais, je suis peut-être derrière lui, mais je regardais, je lui tiens la main, j'essaie de l'accompagner, j'essaie de faire ci, je l'aime, je suis là, je suis là. Et puis, regardez, je vaux aussi la peine. Et il y avait cette espèce de côté, je vaux la peine. Et ensuite, quand je me suis retrouvée à être seule, une fois que j'ai divorcé, j'ai voulu faire ma vie. Bah, c'était plus possible parce que j'étais trop connue pour avoir une vie normale. Quand je suis retournée sur les bancs de la fac, j'ai été accueillie bizarrement. C'est-à-dire que ça n'allait pas. J'étais le clou qui sortait de la planche. Et, euh, et ça n'était plus possible pour moi de revenir dans l'anonymat. Donc, à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je me faisais descendre parce que je me prenais pour qui de venir à la fac et en plus j'avais une mauvaise note. Bah oui, parce que j'avais pas eu le temps. Parce que en même temps, j'avais une vie active et que j'avais du mal à faire les deux. Du coup, je me faisais fusiller certaines fois par les élèves, d'autres fois par les profs. Donc, je me suis retrouvée dans un truc où j'étais hors norme. Donc, quand tu es hors norme et quand tu as l'impression qu'il faut que tu prouves ta valeur. Regardez, je suis une vraie actrice. Regardez, je joue dans des séries sitcoms. C'est pas terrible en niveau qualité. C'est très populaire, mais c'est pas terrible. Mais à côté, je prends des cours. Je prends des cours de comédie. J'ai fait les cours de théâtre de l'Acteur Studio chez Lee Strasberg. Ensuite, j'ai fait des cours chez Pygmalion. Enfin, j'ai fait des cours dans des vraies écoles. Alors oui, j'ai pas fait le cours Florent, mais il y avait toujours cette reconnaissance, chercher à montrer que oui, j'étais valable. Et c'est Puis, intéressant. Oui. et c'est pas simple. Et puis c'est une quête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui, même pour les grands comédiens qui vont recevoir un César ou un Oscar, bah, il y aura à nouveau la remise en question et à nouveau montrer qu'on est valable sur de nouveaux projets. C'est ça. Donc, ce que tu es occupé à dire, c'est que quelque part, il faut toujours prouver en fait à l'extérieur, quand tu es acteur, par exemple, que tu es valable, que tu as de la valeur, etc. Il y a toujours une forme de prouver, Oui, quoi. c'est une espèce de course. Hein. Il faut plaire, il faut rentrer dans le moule, dans ce moule-là. Il faut accepter la pression que beaucoup de femmes subissent dans ce métier quand même.
Mhm. Tu vas faire de la chirurgie, tu vas sourire un machin, il faudrait peut-être que tu sois sympa avec un tel. Ah, tiens, moi, je te file un rôle, mais il faudrait quand même que tu sois vraiment très gentille et très généreuse avec moi. Toutes ces choses-là, c'est pas simple. Donc, nous, on est en train d'essayer de chercher une reconnaissance et d'affiner notre métier et de réussir. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ça qui gratte et qui fait mal. Ouais. Donc voilà, donc toutes ces choses-là ne sont pas forcément le chemin le plus court vers le bonheur et la sérénité. Mm. Et ça me fait penser à ce que tu me dis à l'actrice Adèle Haenel, en fait, hein, qui aujourd'hui est assez. On l'entend beaucoup, justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle sort, elle, complètement du cadre. Et malgré tout, elle a du succès. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à vraiment être soi-même? Parce qu'en tout cas, elle a l'air d'être elle-même. Elle est quand même inspirée par des combats. Elle ose exprimer des choses que peu de gens, finalement, osent exprimer. Et malgré tout, on voit qu'elle a du succès. Est-ce que tu penses que c'est possible dans ton métier, enfin d'avant, voilà, d'oser finalement être soi-même et malgré tout de réussir, ou c'est quand même plus compliqué en tant que femme? Il faut vraiment... Je pense que j'y ai plein d'énergie et que moi, avec certains producteurs, ça s'est fini à la police. Ah ouais, Avec des dépôts de plainte qui ont disparu parce que quand tu as un petit pot de terre, tu ne peux pas te battre contre un gros pot de fer. Et c'était avant ces mouvements MeToo, tous ces hashtags. Et où j'ai fini par me dire, puisque ça se finit en harcèlement sexuel ou en menace de mort, à quoi bon? Est-ce que je me tue à ça alors que j'ai un enfant? Est-ce que je me bousille à ça? Je me suis pris un burn-out et je me suis dit, voilà, à quel moment mon sacrifice vaut le coup? c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant Et parce que... non. Est-ce que mon fils mérite d'avoir une mère qui se sacrifie sur cet autel-là qui n'a pas vraiment de sens? Ben non. Donc, j'ai commencé à essayer d'aller explorer d'autres voies après. Et tu disais toi-même que parmi tes clients, tu avais beaucoup de gens qui avaient eu des burn-out, des accidents, des espèces d'accidents de vie ou de parcours qui forcent à poser, à se poser et à réfléchir et à se remettre en question en se disant ça ne marche pas, ça Mhm, ne fonctionne pas, j'ai mes besoins, mes valeurs et je n'arrive pas à les faire rentrer dans ce modèle-là. Comment faire pour trouver une autre voie? mhm, Comment faire pour être en résilience, pour survivre à ça et pour lâcher les anciens schémas, pour lâcher la zone de confort qui n'est plus une zone confortable, qui est devenue une zone de douleur, mais qu'on connaît bien. Moi, je fais une espèce de métaphore. Je trouve que quand on est trop en douleur, c'est comme si on marchait dans une pièce qu'on connaît par cœur, mais dans le noir. Et tu tapes contre les meubles, mais tu sais qu'ils existent, tu sais qu'ils sont là, puisque c'est toi qui les as choisis la plupart, mais tu n'arrives pas à les localiser suffisamment à l'avance pour ne pas te taper dedans. Et tu avances dans le noir. Et tu perds ton bon sens. Et parfois, il faut cette épreuve de vie pour se poser, pour être handicapé, suffisamment handicapé dans notre vie professionnelle, pour être bloqué sur un lit d'hôpital, comme ça a été mon cas, et te dire, OK, maintenant tu fais quoi? Tu es en colère, d'accord, mais d'où vient cette colère? Quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Comment tu peux arranger les choses ou les faire changer pour avancer vers autre chose? Et justement, si c'était à refaire, sachant tout ça aujourd'hui, est-ce que tu referais la même carrière malgré tout d'actrice? Est-ce que tu recommencerais ce chemin parce que tu étais quand même attirée par cette voie-là? Est-ce que tu referais la même chose? Écoute, il y a des choix. Moi, je me suis retrouvée avec une notoriété, l'impossibilité d'aller travailler dans un job normal parce que personne ne me voulait. Un mari, Pourquoi, ex-mari. pourquoi ça justement? Pardon. Pourquoi est-ce que personne ne te voulait? Parce que ça peut Eh ben, être parce parfois que, un parce que ma, parce que ma notoriété les dérangeait et qu'ils n'avaient pas envie de ça. Parce que j'avais un ex-mari qui était persuadé que j'allais revenir vers lui si je ne travaillais pas, donc qui m'a fait sauter pas mal de mes contrats, pas mal de mes engagements. Euh, et du coup, j'ai fait des choix, comme par exemple d'aller tourner dans des sitcoms qui étaient très décrits à l'époque, alors que moi j'avais envie d'être une vraie comédienne. sitcom, qu'est-ce que tu appelles sitcom? Les sitcoms, c'est ce que j'ai fait en allant faire Les Nouvelles Filles d'à côté, par exemple. Ok. Ben, je l'ai fait parce qu'il fallait remplir mon frigo. Mais va expliquer que tu dois remplir ton frigo, les gens disent non, t'as qu'à crever la dalle et attendre le vrai rôle au cinéma, celui qui va faire de toi une star respectable.
Parce que nous, ce qu'on faisait à l'époque dans les sitcoms, ça n'était pas respectable. On se faisait jeter des cailloux par le métier. Dans Sous Aujourd'hui, il y a des... Sous le soleil, bien sûr. aussi? Aussi, oui, bien sûr. Il y avait même eu un festival à Saint-Tropez. Pardon? Je dis, c'est pas ce qu'on voit dans la série. Non, mais nous, on a été sur Sous le soleil. On a eu la chance qu'on a eue, je pense, c'est qu'on était loin du système parisien. Ça a claqué, la porte a claqué, pardon. Dans Sous le soleil, la chance que nous avons eue, c'est que nous étions loin du système parisien. Donc, on était beaucoup en autarcie à Saint-Tropez. Et du coup, ça nous a protégés d'une certaine façon. On avait des producteurs qui étaient plutôt bienveillants, peu présents, mais très bienveillants avec nous, qui étaient très gentils. Donc, on n'a pas eu... c'est sur d'autres plateaux que j'ai pu vivre le harcèlement, la pesanteur, les espèces de choses un peu salaces et désagréables, qui sont en général... des choses qu'on fait aux femmes plus qu'aux hommes. Donc sur Sous le soleil, on était loin. Donc dès qu'on était invité, ben, souvent on ne pouvait pas y aller parce que c'était pas possible. On était tout le temps en tournage, on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand un jour il y a eu un festival à Saint-Tropez, un festival de télé de Saint-Tropez, au début on n'était pas invités. Et on a trouvé ça génial. Ils font un festival à Saint-Tropez de télé et nous on n'est pas invités. C'est-à-dire que nous, on est devenus les figures emblématiques de Saint-Tropez, les bateaux qui font les balades de touristes, ils mettent nos têtes sur leur balade et on n'est pas invités, on est ignorés. Ben non, parce qu'ils considéraient que c'était pas terrible ce qu'on faisait. Il y avait des directeurs et des directrices de casting qui refusaient de nous voir. Et on se disait, mais pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, les séries sont portées au pinacle et moi, je suis une fan de séries et je me mettais du cœur à faire la série parce que je me disais, mais moi, si je vois les comédiens de 21 Jump Street ou de Beverly Hills mal faire les scènes de baiser, je trouve ça nul. Moi, j'ai besoin d'y croire et donc j'avais envie de donner ça aussi au public. Donc, on s'est fait beaucoup critiquer, on s'est fait éreinter par la critique et on n'avait pas droit à autre chose. Donc on était protégés parce qu'on n'était pas tout le temps dans le système. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai vu des producteurs qui m'ont dit, mais sors-toi de cette série, peut-être je te donnerai du travail derrière. Et j'ai dit, bah non. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de mépris autour de cette série, par exemple? Eh bien parce qu'à l'époque, les séries françaises commençaient, c'était un nouveau format, et puis ça marchait, et en France, on n'aime pas trop le succès, et puis alors ça marchait, et puis c'était que des personnes esthétiques, donc on disait, non mais ça va, quoi, faut arrêter. Donc, ce qui était tout à fait reconnu dans d'autres pays, en France, on avait du mal. Donc, on a été un peu je pense qu'on a été les béliers. Et puis, Marathon Production, c'était une production qui venait de faire Extrême Limite, qui avait été une des premières séries aussi. Et puis, on arrivait avec un filtre féminin. Le producteur avait commencé une série avec un groupe de jeunes. Et puis, s'était aperçu que quand il y avait ces 3 nanas à l'écran, ça marchait plus, ça marchait mieux. Donc, il a resserré, il a fait un groupe de 3 nanas, un trio. Et ces 3 filles découvraient la vie d'adulte à Saint-Tropez. Et donc, c'était une série de filles. Mmh. Donc, c'était nouveau. Et en France, ce qui est nouveau, parfois, d'abord, c'est critiqué, et puis ensuite, on voit si on apprécie. Et pourtant, ça marchait vachement bien, ça cartonnait. Encore aujourd'hui, on en parle, hein. Il y a encore des rediffusions. Je regarde pour l'instant, d'ailleurs, à la télé. Oui, je reçois plein de messages. Ah, je regarde Sous le soleil et tout. Mais Ah nous, oui, ça nous du coup, je te vois tous les jours à la télé. Maintenant, je te vois ici. C'est sympa. voilà, un petit peu changé, un petit peu plus mature, on va dire. Mais c'était une chouette série. Ah oui, Ça, oui. ça n'avait pas la prétention d'être autre chose que ce que c'était. Mmh. Et du coup, tu parlais justement de petits rôles. Et justement, pourquoi pas attendre le grand rôle enfin, pourquoi pas attendre d'avoir le grand rôle avant de commencer? Est-ce que c'est pas un peu le cas de beaucoup d'acteurs finalement, de comédiens, de faire des petits rôles, de faire des petits boulots, etc., avant justement d'avoir des rôles qui les intéressent vraiment? Oui, mais s'ils peuvent. Chacun son chemin. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Moi, j'étais dans une telle situation financière que je ne pouvais pas refuser du boulot. Donc, j'ai fait des photos comme je pouvais dans des pays à droite à gauche, mais je n'avais pas la taille mannequin. Donc, je faisais des photos comme je pouvais. Ensuite, j'ai fait des boulots à droite à gauche comme je pouvais, mais j'étais beaucoup cramée du fait de mon ancien mariage.
parce que des gens avaient pris parti, parce que d'autres gens acceptaient que mon ex-mari leur dise non, tu n'engages pas mon ex-femme. Et puis, il fallait que je bouffe, hein, tout simplement. Donc, quand on vient me proposer, à l'époque, je travaillais aussi pour Jean-Claude J3, qui me faisait faire des photos, qui me faisait participer à des choses où je gagnais de l'argent, ben, j'y allais. J'y allais et j'étais reconnaissante parce que, bah ouais, lui, il me payait et il me faisait bosser. Et quand ensuite, je travaillais sur Nostalgie, ben, je bossais. Et puis ensuite, quand on m'a remerciée, grâce à ma vie d'avant, on m'a dit, ben voilà, nous, on subit des pressions, donc on va être obligé de se séparer de toi. Quand tu as besoin de bosser, ben, tu as besoin de bosser. Quand tu as besoin de remplir ton frigidaire, voilà. Alors à l'époque, j'avais honte de le dire et je trouvais ça triste et je trouvais ça humiliant. Mais aujourd'hui, du haut de mes 50 ans, je dis, ben, c'est pas très cool d'avoir fait ça à une gamine parce que j'avais 20 ans. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Ça m'a obligée à faire des choix. Et je les ai faits parce que je n'avais pas des parents riches qui pouvaient payer pour moi et qu'il fallait que je paye pour moi-même. Mhm. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que, en étant mariée avec Johnny Hallyday, tu n'étais pas, apparemment, de ce que tu dis, pas vraiment appréciée par le public? Pourquoi est-ce que, enfin, ça aurait pu être le Ah, pas contraire? par le public, pas par le public. Le public, non. Le public, il m'a suivi, il continuait à avoir envie d'avoir de mes nouvelles. Ok. Il a donné de l'attention et du succès aux choses et aux séries que j'ai faites après. Non, non, c'est dans le milieu professionnel. Ok. C'est le milieu professionnel. Parce que c'était lui ou parce que simplement tu étais connue et que ça n'arrangeait pas Pour toutes ces choses-là, parce que c'était lui, parce que je n'ai pas voulu accepter certaines propositions qui m'étaient faites et qui étaient totalement indécentes et que je ne pouvais pas parce que juste c'était innommable et indécent et pas possible d'accepter. Ah, mais tu sais, si tu es gentil avec moi, moi je vais te produire une émission, mais alors il va falloir faire si. Ah C'est oui, pas donc c'est possible. vraiment comme ça que ça se passe alors. C'est pas juste une. Non, ça se passe comme ça, mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Mais certaines fois, bien sûr, ça s'est passé comme ça, évidemment. Évidemment. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, il y en a une qui va accepter, donc elle aura le job. Et voilà. Sauf que moi, je ne peux pas. Et sans trop entrer dans les détails, mais c'est quoi ce genre de choses? C'est avoir des rapports avec la personne? C'est enfin. Bien sûr, Ah ok, bien c'est sûr. C'est vraiment ça. avoir des rapports sexuels avec une personne en échange d'un job. Moi, je ne peux pas. Ouais. Voilà. Ah non, je peux comprendre. On s'imagine pas ça du tout hein, quand on voit ça. C'est bien du coup, c'est bien, ça donne un peu une autre perspective et une autre, un peu l'envers du décor quoi du coup. Et je pense que c'est Mais il y intéressant. a des gens à qui ça ne pose pas de problème. Une fois de plus, c'est chacun son chemin. Moi, je pense que le chemin que j'ai pris n'était pas le chemin le plus direct pour arriver à la sérénité. Voilà. C'est ça. Et donc, quand tu étais actrice, notamment dans Sous le Soleil, parce que tu as quand même duré, je pense, 15 ans dans Sous le Soleil, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu aimais ça? Est-ce que tu étais heureuse, enfin, heureuse malgré tout? Comédienne. Oui, Ah, mais l'équipe était sur Soleil, oui, bien sûr. Tout était nickel. On s'entendait bien, les comédiens s'entendaient bien, l'équipe technique était super, les producteurs étaient chouettes, l'équipe de production était. Enfin, tout le monde faisait du bon job. Et quand on a fait le spin-off, on a tous ceux qui ont rempilé, on avait l'impression d'être la colo qui s'aimait bien, qui rempilait une deuxième fois et que c'était une super chance. Donc là, vraiment, aucun problème. Et c'est pour ça, je pense, que ça a duré aussi longtemps. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a cette espèce de connivence quand on retrouve quelqu'un de l'équipe où on s'arrête, on discute et c'est vraiment agréable. C'est vraiment chouette. Donc sur Sous le Soleil, ça a plutôt été très agréable. Le seul bémol, et ça c'était juste pour moi, c'est que moi je travaillais à Saint-Tropez et que j'avais mon fils qui était à Paris et qui vivait avec son père à Paris et que je les retrouvais que le week-end. Et ça c'était difficile. Mais voilà, c'est tout. C'est la vie des comédiens aussi, d'être par Mons et par Vaux, d'être sur un plan de travail. Et souvent, le plan de travail prime sur la vie familiale. c'est ça. Et justement, est-ce que c'est possible d'avoir, c'était une de mes questions d'ailleurs, d'avoir une vie plutôt normale, ordinaire, quand tu es comédien, quand tu as beaucoup de succès, d'avoir malgré tout une vie de famille avec quelqu'un qui n'est pas connu, par exemple? Est-ce que c'est plutôt possible? Je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas eu une vie normale. En même temps, je ne sais pas exactement à quoi ressemble quelque chose de normal. Voilà. C'est une bonne Donc, réflexion. non,
Oui, mais tout dépend où tu places le curseur. Si c'est rentrer à 6 heures à la maison, être tous les D'accord. soirs à la sortie de l'école, non, Et si je veux non, dire, quand tu pas te normal. balades, par exemple, avec ton chéri, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vie plutôt voilà, tranquille ou est-ce qu'il faut vraiment tout le temps te cacher, les gens viennent te parler, enfin, comment ça Alors se... aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis moins célèbre, hein. Je suis plus sur les couvertures, je suis beaucoup moins à la télé parce que les fois où je suis à la télé, c'est surtout de la rediff. Donc oui, aujourd'hui, c'est plus simple, hein. Mais et puis c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que quand je vais au resto, si on vient me voir, bah, c'est plutôt gentil et c'est pas trop difficile. Mais il y a eu des périodes de vie où quand j'allais dîner dans certains restos, bah, c'était juste incessant. Aujourd'hui, je prends le métro. Jusqu'à il y a quelques années, c'était impossible de prendre le métro. Parce que soit les gens étaient contents, soit les gens étaient désagréables, soit et pour moi, c'était trop difficile. Je suis une hypersensible, du coup, c'était trop d'émotions contradictoires. J'avais ma casquette jusque-là, je devenais rouge écarlate. Et puis, je me plantais de station de métro, je partais, et puis j'étais mal. Donc, la vie normale, je ne sais pas. Non, je crois pas. C'était plutôt compliqué. Ah ouais, donc c'était... Mais on choisit aussi un chemin qui n'est pas le chemin classique. Donc, ça fait partie du truc, on le sait, ça. On n'est pas dupe. On ne peut pas dire je fais ce métier qui risque de me rendre célèbre, mais je veux garder mon anonymat et être normal. C'est pas possible. Il faut C'était le être but, honnête avec soi-même. c'était un peu le but. Tu voulais être célèbre en faisant ça? Non, pas particulièrement. Je le suis devenue. J'ai plongé dans une histoire d'amour qui m'a, je pense, échappé parce que j'étais jeune et que d'un seul coup, se retrouver, j'étais à la Sorbonne et ensuite j'étais sur la couverture de Paris Match. Ben, c'est pas simple. C'est C'est... pas simple ni pour moi ni pour les autres. Ouais, j'imagine bien. Alors, à l'époque, je trouvais ça injuste, mais aujourd'hui, je me dis oui, effectivement, c'était déstabilisant pour eux, comme c'était déstabilisant pour moi. Et Mhm. j'avais peu de gens qui m'accompagnaient et qui auraient pu me dire t'inquiète pas, t'en fais pas, c'est le chemin, c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, je suis contente aujourd'hui d'avoir un métier où je peux accompagner des gens et où mon expérience peut me permettre de leur tenir la main correctement. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est important ça, hein. T'as un message. Oui, oui, mais en fait, je ne peux pas couper tout et avoir l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Et donc, ben justement, tu disais que tu aimais malgré tout, bah, tu aimais être dans Sous le Soleil, par exemple, ou enfin, Oui, tu aimais ça. oui, mais j'aime le métier de comédienne, hein, et j'en garde des bons souvenirs plutôt. Et je pars le week-end prochain pour jouer un spectacle sur scène en Suisse. Et je suis heureuse de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me permets de choisir et de prendre ce qui va me rendre heureuse. Et de ne pas le faire pour de l'alimentaire, de le faire parce que ça me rend heureuse. Et qu'est-ce qui fait justement que malgré ça, tu es tombée en burn-out alors? D'où c'est Je suis venu? tombée en burn-out parce que je devais travailler beaucoup pour gagner peu, que je cumulais énormément de choses et que j'avais peu de gratification en face. Et le burn-out est caractérisé par ça, par beaucoup travailler et avoir l'impression qu'il y a peu de gratification et peu de reconnaissance au bout. Tous les jours, j'étais sur scène, puisque c'était juste après avoir fait les monologues du vagin. Et tous les jours, j'étais sur scène. Et en plus de la scène, quand on fait de la scène, quand on va au théâtre, on sait que c'est ce qui va marquer le plus la journée et que c'est là où on va mettre toute l'énergie de la journée, c'est quand on sera sur scène. Eh bien, je faisais ça, plus des bouquins, plus d'autres petits métiers à droite à gauche. Et à un moment donné, ça ne pouvait plus tenir. J'avais enchaîné tous les tournages sur Sous le Soleil, plus les tournages parallèles. J'étais épuisée physiquement depuis plusieurs années et puis j'ai tiré sur la corde. Je me disais, mais ça passe, ça passe. Ça passe, là, 4 heures de sommeil, je me débrouille, je fais une sieste de 20 minutes là, une sieste de 10 minutes là, ça passe, ça passe. Et puis un jour, le corps ne passe plus et on s'arrête. Voilà. Mais il n'y a pas suffisamment de joie. Tu vois, moi, j'ai des gens qui sont hyper stress. Ils disent, moi, je ne dors pas beaucoup, mais je suis tellement heureux dans ce que je fais.
Mais en fait, il faut juste les aider à gérer le bon stress et le mauvais stress. Mhm. Mais il y a la gratification, il y a la réussite derrière, donc ça leur va. Donc, malgré ça, quand tu étais comédienne, tu n'avais pas la gratification, tu n'avais pas la reconnaissance du métier, de la profession, des gens qui te reconnaissaient. Tu n'avais pas ce sentiment de reconnaissance? Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait une carrière exceptionnelle, quoi. J'ai fait une petite carrière. J'aurais voulu avoir plus, bien évidemment. J'ai essayé de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour avoir plus. Et puis, je me suis frottée à l'injustice, je me suis frottée au harcèlement, je me suis frottée à des choses qui m'ont tellement déçue que je me dis, bah, en fait, peut-être que ma place n'est pas là. Mhm. C'est intéressant en tout cas. C'est vraiment intéressant. Et du coup, ce serait quoi pour toi la réussite alors aujourd'hui? C'est quoi la réussite pour toi? La réussite pour moi, ben, la réussite quoi? La réussite personnelle ou la réussite professionnelle? La réussite personnelle. Parce que justement, c'est un peu galvaudé, tu vois, aujourd'hui, on confond un peu le succès et la réussite. Je pense que le succès, Mhm. c'est justement lié aux critères extérieurs, c'est-à-dire bah, l'argent, la reconnaissance, voilà, tout ce qui est extérieur. Et la réussite, je pense que c'est quelque chose de plus personnel. Mais c'est quoi pour toi, justement, la réussite et qu'est-ce qui... alors, c'est une grande question, mais qu'est-ce qui fait... Enfin, comment tu peux dire j'ai réussi ma vie? Pour toi, évidemment, hein, c'est personnel, mais ce serait quoi? Ce serait, par exemple, de relire ma vie euh, le jour où je suis sur mon lit de mort et je relis ma vie et je me dis, est-ce que j'ai aimé suffisamment? Est-ce que j'ai été aimée par ceux que j'aimais et que j'aime? Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi? Est-ce que j'ai pu leur être utile? Est-ce que j'ai pu accompagner correctement? Euh, Est-ce que j'ai fait le moins de mal possible? Est-ce que j'ai été un bon humain? Est-ce que je me suis remis suffisamment en question? Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Voilà, à ceux que j'aime, humains et animaux. Voilà. J'ai du mal à souvent j'ai du mal à trouver l'humain beau dans tout ce qu'il fait de terrible à lui-même ou à la planète ou au règne animal. Voilà, donc c'est sans doute ça. Et qu'est-ce que je laisse derrière moi en héritage vivant à mes enfants? Mhm. Pas en héritage matériel, en héritage vivant. Ok, bah c'est beau en tout cas. Et justement, toi, bah, c'est personnel en tout cas, mais c'est important. Je pense que c'est important et je pense qu'effectivement, ce qui est le plus important n'est pas forcément, tu l'as dit au début d'interview, c'est pas ça qui te rend heureuse, quoi, l'argent, la célébrité. Je pense que c'est bien que tu en parles parce que voilà, cette interview va être vue par des jeunes, des moins jeunes, et des personnes qui ont peut-être un désir comme toi de faire une carrière comme toi, de chanteur peut-être. C'est un métier où on se représente publiquement et en pensant que ça va être vraiment voilà, le Graal, le bonheur absolu. Et toi, tu l'as dit directement, c'est pas ça qui rend heureux. C'est pas ça qui m'a rendue heureuse. Super Après, motivant. je pense que l'expérience est propre à chacun. L'argent est nécessaire. L'argent est nécessaire. On est dans un monde où l'argent Ça, c'est a sûr. un rôle tellement important. Donc l'argent est nécessaire pour vivre et pour vivre décemment, pour ne pas être obligé de faire des choix qui sont contre nos valeurs. Donc oui, l'argent est nécessaire, bien sûr. Euh, L'argent est nécessaire aussi pour quand on a des enfants, de pouvoir les éduquer, pour pouvoir leur donner les bonnes pistes, pour les bonnes écoles, pour les bons apprentissages. Donc il faut pouvoir, à mon sens, avoir une profession dans laquelle, dans laquelle on retrouve certaines valeurs et qui soit aussi rémunérée à sa hauteur. Et cette reconnaissance, justement, que tu cherchais avant, que tu avais du mal à trouver, comment est-ce que tu la trouves aujourd'hui? Est-ce que tu la Je trouves? la cherche. En fait, je crois que je me suis libérée de ça, dans la mesure où déjà j'habite à la campagne. Donc, j'ai plus toutes les sollicitations visuelles. Tu vois, quand je suis revenue sur Paris il y a quelques jours, j'ai fait un passage éclair. Et en fait, quand tu es comédien, tu as des sollicitations visuelles de toutes parts. Les affiches des séries qui se font sur lesquelles tu n'as pas été casté, celles où tu as été casté mais que tu n'as pas eu, celles où il y a eu du chantage, celles où il y a eu... Il y a beaucoup tout ça. Tu vois, quand tu es dans ce milieu,
il y a toutes les affiches, les médias, il y a toutes ces choses-là. Donc déjà, moi, j'ai quitté mon milieu géographique d'une certaine façon. Je suis plus à Paris, je suis à la campagne. Alors, tu peux pas mieux, hein, là. Mes voisins, c'est des taureaux, les autres, c'est des chevaux, et les humains, ils sont à quelques kilomètres. Donc, il y a quelques flamants roses, des hérons. Donc, vraiment, déjà, ça change complètement. Donc, c'est plus simple, je pense, de ne plus avoir ces sollicitations-là qui te rappellent. Et regarde, tu as échoué, tu n'as pas eu la carrière que tu voulais. Il n'y a plus tout ça. Tout ça, c'est fini. Tu as le Il y a plus sentiment, des- ouais. Tu ce sentiment-là d'avoir échoué, de ne pas avoir eu la carrière que tu voulais, malgré tout? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que. Alors, je ne dis pas que c'est fini aujourd'hui, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais oui, je n'ai pas eu une carrière qui m'a rendue suffisamment fière. J'ai fait des choses, mais ça ne m'a pas rempli. Tu aurais voulu faire quoi? Aujourd'hui, ce que je fais me remplit. Je me sens utile, je me sens à ma place, et je pense que ce qui est important, c'est de se sentir à sa place. Mhm. Et que ce n'est pas à donner à tout le monde. Tu parlais de mission de vie. Je Ouais, trouve que se sentir à sa place, c'est déjà un gros job à faire. c'est énorme. Et aujourd'hui, je me sens à ma place. Donc maintenant que j'ai trouvé ma nouvelle place, parce qu'on change de place, je pense, plusieurs fois dans sa vie, Ouais. ça a été ma place. Je me suis sentie bien en comédienne. Aujourd'hui, je suis sophrologue, je suis thérapeute. Je me sens à ma place. Bah, c'est top. C'est top parce que c'est dur pour beaucoup de Oui, personnes, effectivement, hein. Il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver cette place. Je les aide comme je peux à la trouver et ça marche, hein, souvent en coaching, mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir parfois la souffrance des personnes qui viennent me voir et qui sont pas là où elles voudraient, ou d'autres, tu vois, qui ont ces aspirations-là profondes, qui ont un rêve en elles artistique, par exemple, mais qui vont pas oser le faire parce que l'entourage, tu vois. Tu as parfois des entourages au niveau de la famille qui vont te porter à ça, qui vont te pousser à faire ça. Et tu en as d'autres, et c'est dans plus de familles, j'ai l'impression, qui vont plutôt étouffer les talents de l'enfant, qui vont étouffer sa créativité, parce que, alors soit parce que les parents auraient voulu, enfin veulent que l'enfant fasse comme eux auraient fait, parce qu'ils auraient voulu faire, ou parce qu'ils ont peur pour l'enfant, tout simplement, parce qu'ils voudraient qu'ils aient un avenir voilà, plutôt sécurisé, tu vois. Et donc ça, c'est triste aussi, tu vois. Je trouve quand des personnes, finalement, ont des aspirations profondes et sont faits pour faire quelque chose, t'en as pour qui c'est viscéral, par exemple. oui, bien sûr. Métier. Mais la fibre artistique, quand tu l'as, et qu'elle s'accompagne de cette hypersensibilité dans la grande majorité des cas, bah, c'est difficile d'aller contre. Et l'hypersensible est souvent pas suivi parce qu'il a des émotions trop extrêmes. Donc on se dit, bah, si on casse cette fibre artistique, peut-être qu'il va revenir à quelque chose de plus normal avec un filtre émotionnel correct. Euh, les artistes, ils échappent souvent à leur famille, sauf s'ils sont enfants d'artistes. Mais c'est pas simple parce que c'est un câblage différent. Et ce qui est différent bah, déstabilise. Au lieu d'intriguer, les choses, ça déstabilise et ça gêne. On préfère avoir un enfant qui ne soit pas artiste. Moi, je vois que Pourquoi est-ce qu'on préfère avoir un enfant qui est pas artiste? parce que je pense que quand on a un enfant artiste, on a peur pour lui parce que le milieu artistique est difficile, plus aléatoire. Et puis souvent, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Moi, j'ai un fils qui a une part très artiste en lui. Et ben, à partir du moment où je l'ai localisé, que je l'ai compris, j'ai compris assez jeune, j'ai dit, bah voilà, mon petit bonhomme, va falloir aller à l'école, va falloir aller jusqu'au bac, parce qu'on est dans une société qui est comme ça. Donc, il va falloir que tu fasses des études. Mais moi, je vais te pousser aux fesses jusqu'au bac. Au moment où tu auras ton bac, tu vas pouvoir ouvrir différemment et faire des choix et tes choix personnels. Jusqu'au bac, on fait maintenant choisir les enfants. Alors, ils ont des options, ils ont des matières qui vont prédominer ou pas. Mais j'ai essayé de lui expliquer, voilà, je comprends que c'est douloureux, je comprends qu'il y a la fibre artistique, je vais essayer de l'accompagner. Lui, c'est le dessin, par exemple. Mhm. Donc, ça a été des cours de dessin, des stages de dessin, des choses pour accompagner, pour ne pas étouffer ce talent-là, pour pouvoir accompagner le talent de l'enfant, mais lui faire comprendre qu'on est dans une société et que quand on est dans une société, ben, elle est régie par des codes et que ben, les codes aujourd'hui, ben, c'est d'avoir au minimum son bac pour la majorité, Ouais. et puis après d'avoir un cursus universitaire, enfin, en tous les cas, d'arriver avec des bagages. Et une fois qu'on a eu son bac, il y a ce moment où maintenant, c'est toi qui prends ton avenir en main. Tu peux faire des choix et tu peux être avisé dans tes choix. Et moi, j'ai fait confiance. Voilà. Je dis, voilà, il faut que tu remplisses ce truc-là. Et une fois qu'il a eu son bac, il a fait ses études. Et là, il s'est révélé être très bon élève.
mais en préservant sa part artistique. Et moi, je me suis toujours battue contre certains directeurs d'école pour préserver sa part artistique. Ok. Et des écoles aussi aujourd'hui qui sont un peu plus créatives, justement, ça existe parce que bon, il y a d'autres écoles, c'est plus dur, hein, franchement. Oui, mais une fois de plus, et ça, c'est un autre discours parce que c'est sur l'enseignement, en tous les cas en France, il y a une scolarité en France. Après, si tu veux une scolarité différente, les écoles Montessori, toutes les écoles Marymount, toutes ces choses-là, sont des écoles qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Donc, pour les gens qui n'ont pas des moyens de fou, ils n'ont pas accès à ça. Sauf certaines maîtresses dans des écoles classiques qui vont essayer de s'en inspirer et d'apporter autre chose. Il y a eu des directeurs d'école qui ont été incroyables dans ce que j'ai pu voir en parcours scolaire pour mon fils, mais c'est quand même pas la grande majorité. Donc, il y a vraiment une façon d'apprendre en France et voilà, c'est comme ça. Et on va te casser le moral pour que tu rentres dans le moule. Et si tu es artiste, tant pis, tu rentres dans ce moule-là. Et puis, c'est tout. Donc, il n'y a pas cette ouverture-là. Et quand tu as un parent qui ne la voit pas non plus, je pense que c'est difficile pour les jeunes qui sont des artistes de se faire entendre. Ouais, ça c'est sûr, ça. Il y a des gens vraiment qui ont l'impression de gâcher leur vie justement parce qu'ils auraient voulu. J'ai déjà eu des clients comme ça, hein, c'est assez triste où tu vois des dessins justement qu'ils faisaient qui étaient magnifiques et ils avaient vraiment un vrai talent, mais ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas en vivre. Alors c'est vrai que pour beaucoup c'est compliqué, hein, on va pas se cacher que pour beaucoup c'est compliqué, mais c'est aussi possible, tu vois. Possible, mais dans ces cas-là, rien n'empêche de dire ok, il y a ça qui existe. Trouve-toi une seconde casquette. Joue sur 2 tableaux. Oui. Et je pense que c'est le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc. Alors, il y a des gens qui vont dire ah, mais tu t'éparpilles. Oui, mais je me fais des backups. Aujourd'hui, on m'appelle sur un tournage, même si je ne postule plus, je saurais être comédienne. Samedi et dimanche, je joue, je serai à ma place et je ferai mon job correctement. Jusque-là, je serai sophrologue et je ferai mon job correctement. On t'appelle encore Tu maintenant pour des rôles et tout. On t'appelle toujours. Non, enfin, les dernières fois, on m'a appelée, j'étais pas trop présente, mais parce que ça vient en plus maintenant. Voilà, donc quand c'est du spectacle vivant, ça m'intéresse. Donc là, Ouais. j'y vais. Je vais jouer plusieurs fois ce mois-ci et le mois prochain, et ça me va. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un enfant ou quand on est en face d'un artiste, au lieu de lui couper sa fibre artistique, parce qu'on le coupe dans ses émotions et on le nie dans ce qu'il est, eh ben, moi, je préfère la solution de l'accompagner dans son art et de lui faire choisir quelque chose qui correspond aussi à ses valeurs et ses besoins, qui soit quelque chose de peut-être plus factuel, plus pragmatique, avec lequel il pourra gagner de l'argent, en attendant de gagner de l'argent avec son art, ou en attendant de pouvoir en vivre, et s'il n'en vit pas, de pouvoir le préserver quand même, d'avoir ces 2 fibres-là, voilà, de pouvoir garder ces deux lignes qui peuvent être un même chemin. Et justement, pour pouvoir en vivre, quel que soit finalement le métier, mais je veux dire artistique, enfin au niveau artistique, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment avoir du talent? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'il faut venir d'un milieu qui est plutôt favorisé? Comment toi tu vois, toi qui as connu justement, qui connais des gens qui réussissent, qui sont assez connus, voilà, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont banales et qui réussissent malgré tout, quoi? Ah, mais bien Entre nous. bien heureux celui qui aura cette recette magique. Voilà, il faut un tiers de talent, un tiers de ci, un tiers de ça. Non, je crois qu'il n'y a pas de règle là-dedans. C'est un peu de tout, quoi. Il faut du talent, il faut des connexions, des Il faut la rencontres. fibre artistique, il faut un peu de chance, il faut tellement de choses, mais je ne sais pas quelle est l'équation parfaite. Et personne ne le sait, parce que si on le savait, ce serait super simple. Tu le sais, toi? Oui, oui. Non, non, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. Pose la question. J'ai envie de penser que c'est quand même dû au talent, que c'est dû à. Moi, je pense que voilà, on vient sur Terre avec des choses à réaliser et qu'on a envie de faire, ce qu'on peut appeler communément la mission de vie. Et je pense qu'on est poussé par quelque chose, en fait, ou par plusieurs choses, hein, mais je veux dire une à la fois. Parfois, c'est plusieurs en même temps. Et je pense que c'est ça, voilà, ce qui nous aspire réellement, en fait. Je pense que c'est ce qui nous fait vraiment vibrer, finalement, qui est fait pour nous. Maintenant, voilà, de là à réussir grandement, ça dépend un petit peu du chemin de chacun. Franchement, c'est difficile à savoir, comme tu dis. Mais parfois, tu en as où tu as l'impression qu'ils n'ont pas tant, par exemple, prenons des chanteurs, sans donner de nom, mais tu en as où tu as l'impression qu'ils n'ont quand même pas un talent, je veux dire, incroyable.
Et malgré Et ils tout, ont un bon réseau. voilà, donc je sais pas, tu vois, est-ce que c'est une question de mode, par exemple? Est-ce que c'est une question de... Oui, est-ce que c'est une question de mode? Est-ce que c'est une question de réseau? Est-ce que c'est une question de... Je sais pas. Je pense qu'il y a tellement de paramètres Oui, qui sont tellement fluctuants. Il y a tous les paramètres extérieurs et tous les paramètres inhérents à la personne. Donc, ça fait tellement de choses différentes que on peut pas avoir de recette magique. de recette magique. S'il y avait une recette magique, la personne qui l'aurait ferait fortune et surtout produirait un nombre d'artistes hallucinant. Il y en a beaucoup pour l'instant, mais c'est vrai que c'est assez éphémère. Hein. Tu en vois beaucoup avec des émissions actuellement. Mais Mais ça a souvent été comme ça avant aussi, où les gens sortaient un disque, c'était un tube, et puis ensuite on n'entendait plus parler. c'était aussi comme ça à l'époque. Bah, je pense que les radiocrochets, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais peut-être d'avant-hier. Dans les années 60, les yéyés, bah, il y en avait qui popaient comme ça et puis qui retombaient dans l'oubli. Dans les années 80 aussi, enfin, toutes les décennies ont eu ça. Aujourd'hui, il y a ce phénomène de télé-réalité où on pousse des gens qui n'ont pas forcément du talent, ou en tous les cas, qui n'ont pas le talent classique, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnalités qui vont émerger juste parce qu'ils sont eux. Pas parce qu'ils chantent, pas parce qu'ils dansent, pas parce qu'ils créent, pas parce qu'ils sont acteurs, juste parce qu'ils sont eux et ça suffit à leur notoriété. Et Mhm. ça suffit au fait que les gens aient envie de les suivre. C'est nouveau, voilà. C'est ça. Tu penses qu'il faut être soi quand même pour Je avoir... pense que dès que l'on s'éloigne de soi, on se perd. Ça, c'est sûr. Voilà. Et Je du coup, pense que dès justement, qu'on se raconte des histoires et qu'on mentir aux autres, c'est une chose, mais se mentir à soi-même, on finit par se perdre. Ouais. mm. Et comment c'est venu ce métier de sophrologue que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui était évident au départ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu par la suite? Comment ça t'est venu? Alors, évident au départ, quand j'ai eu mon bac, j'avais tellement d'envie, de tellement de métiers. Et parmi ces envies, il y avait l'envie d'être psy. Et ma mère me l'avait fortement déconseillé en me disant: mais non, mais tu es tellement sensible, tu te chargeras de toute la tristesse des autres et puis ça va te trouver autre chose et tout. Donc je suis partie dans des études de lettres pour pouvoir devenir journaliste et auteur. Et puis j'ai toujours fait du yoga et j'ai toujours su qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un endroit très précieux et parfois tout petit dans lequel on est bien, dans lequel on est en contact avec soi-même, dans lequel on peut trouver de la bienveillance et de la rassurance. Et j'en ai pris conscience quand j'avais 13 ans, donc ça remonte. Et moi, mon rôle, je me suis dit, en parlant beaucoup avec des médecins, avec des professeurs de yoga qui étaient presque des sages à l'époque. Aujourd'hui, les professeurs de yoga sont plus jeunes. À l'époque, enfin, moi, quand j'ai commencé le yoga, ils avaient 60 ans. Donc, ils avaient toute une expérience de vie derrière eux. Ils avaient des histoires, ils avaient une maturité qui permettait qu'il y ait ce recul et cette sagesse. Et je me suis dit, s'il y a ça en moi, ce petit espace tout petit, il doit être chez les autres. Et s'il est là, et quand je vois mes profs de yoga beaucoup plus âgés qui ont l'air apaisés, qui sont souriants, qui sont sereins, qui sont toujours cool, qui sont fluides, je pense qu'il est possible d'élargir cet espace. Et donc ça a été ma quête. Voilà, ma quête perso. Donc je l'ai fait en parallèle de tout ce que j'ai pu faire professionnellement. Alors c'est passé par plein de choses, parfois par du paranormal, par beaucoup de questionnements, par un séjour dans une secte, par tirer les tarots, par les pierres, par des rencontres, par des accidents, par des incidents, par plein de choses. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver ce chemin et à l'élargir de plus en plus. Et le fait d'avoir fait un burn-out, je me suis dit, mais ma grande, si tu ne trouves pas ce chemin-là, si tu l'élargis pas suffisamment pour pouvoir t'y caler vraiment suffisamment longtemps pour pouvoir l'habiter, te l'approprier, tu vas éclater. Et donc voilà, ça a été étape par étape.
Et j'ai accompagné d'autres gens sur la respiration, pour les coacher pour respirer, les coacher pour se tenir correctement, pour savoir comment était la bonne posture, pour les accompagner dans le yoga, pour les accompagner dans le sport, pour les accompagner sur plein de choses. Je me suis dit, il faut que je modélise ça, parce que quand on est comédien, souvent on a le syndrome de l'imposteur, parce qu'il n'y a pas le bac comédien. Et je me suis dit, il faut que je le modélise. J'ai mes techniques à moi, mais j'ai besoin d'avoir une carte. Voilà. Et une de mes amies m'a dit, voilà, moi je suis sophrologue, je pense que la sophro, c'est une bonne structure pour toi. Et donc j'ai plongé là-dedans et ça m'a permis de développer ma propre méthode et d'explorer une autre structure assez stricte qui est la sophrologie. Enfin, telle que je l'ai apprise, moi, en tous les cas, dans une formation assez stricte. Et j'y trouve maintenant plus de liberté. Donc, j'ai ma méthode, j'ai la sophro pure, et puis j'ai ma méthode perso avec laquelle je peux accompagner d'autres personnes. Et justement, c'est quoi cet espace? Et c'est quoi justement la sophrologie, exactement? La sophrologie, c'est une technique psychocorporelle où on essaye on n'essaye pas d'ailleurs, on le fait parce que c'est une méthode qui est vraiment puissante, de relier le lien corps-esprit. De reprendre pied dans son corps, d'être à l'écoute de ses 5 sens, être à l'écoute de ce que dit le corps pour pouvoir mieux converser avec l'esprit. Et ce qui permet d'améliorer la qualité de vie au quotidien, ce qui permet de mieux gérer le stress, mieux gérer les émotions, et puis d'accéder à certains objectifs que des personnes se sont fixés. Et c'est fait pour tout le monde? Tout le monde peut en faire, la sophrologie? Ah oui, tout le monde. Oui, tout le monde. Surtout quand on est stressé. Quand tu es stressé, le principe, c'est d'identifier ce que tu traverses et ce qui n'est pas agréable, et d'identifier quand c'est agréable et voir qu'est-ce qui fait que c'est désagréable, qu'est-ce qui fait que c'est agréable, et puis de pouvoir, à travers de relaxation, des exercices, acquérir des outils pour quitter les endroits désagréables, pour les transformer en quelque chose d'acceptable. Voilà. Par exemple, sur les crises d'angoisse, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour les crises d'angoisse. En général, la crise d'angoisse, quand tu percutes que tu es en crise d'angoisse, elle est là. Elle est en train de vraiment comme, je sais pas, je la vois comme un monstre qui vient, qui te saute au visage et puis qui te serre la gorge. T'en as vécu, toi, des crises d'angoisse? Oui, beaucoup. Ah ouais? Ouais. Bonne cliente, insomnie, crise d'angoisse, stress. Ah ouais? Et à partir du burn-out, je me suis dit, c'est fini. Des Pardon? peurs? Des peurs? Oui, des peurs, bien sûr. Oui. Bah, la crise d'angoisse, elle est générée par le stress et par la peur, souvent. C'est une peur qui est amplifiée, c'est une peur qui est paralysante. C'est un peu ça, la crise d'angoisse? Comment tu le Pour moi, définis? c'est des peurs qui dégénèrent et qui deviennent n'importe quoi. Des obsessions. Pas seulement des obsessions, c'est-à-dire qu'elles sortent du cadre factuel de la peur où tu as peur pour ça parce que c'est un vrai risque. Et où d'un seul coup, il y a comme quelque chose de magique ou de maléfique qui pourrait faire que cette peur, elle te mange en entier. Alors que c'est pas. Tu mets quelqu'un de claustro dans un ascenseur. Non, mais je vais mourir. Ok. Est-ce que sincèrement, factuellement, tu penses que si je t'enferme dans un ascenseur pour monter 2 étages, tu vas vraiment mourir? Non, mais c'est trop difficile pour moi. On sait très bien qu'on va le mettre. Au pire des cas, il va faire de l'hyperventilation pendant 30 secondes. Il va monter les 2 étages et après, ok, je suis pas mort, mais c'était vraiment dur. Tu vois, donc on sait que ça ne tue pas, mais on sait que ça peut faire perdre le bon sens. Et quand on perd le bon sens, on peut faire n'importe quoi. Oui, malgré qu'on sait, ça ne se situe pas au niveau du conscient, quoi. C'est autre chose. Si, on peut tout à fait être conscient d'avoir une crise d'angoisse. On peut être très conscient de perdre son bon sens. Oui, Moi, oui. j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont perdu leur bon sens et qui me disent je n'arrive plus à raccrocher les wagons, c'est n'importe quoi, je suis partie en torche. Et dans ces cas-là, on reprend petit à petit, on identifie, on reprend étape par étape. Non, mais je veux dire, tu peux être conscient que c'est ridicule, par exemple. Enfin, c'est ridicule, en tout cas, que ce n'est pas un vrai danger. Ah, excuse-moi, on a été coupé. Je ne sais pas si tu parles en même temps parce que l'image a été coupée, je ne t'entendais plus. Oui, sans doute, c'est pas grave. Tu vois, par exemple, il y a justement par rapport à ces peurs-là qui paraissent irrationnelles, la peur de l'ascenseur, la peur de l'avion, la peur de parler en public aussi, en fait. Hein. On sait que dans le fond, il n'y a pas de vrai danger, mais malgré tout, on a ce trac, on a ces peurs, on peut avoir des peurs comme ça. Et je veux dire, ça ne suffit pas, en fait, de savoir qu'il n'y a pas de vrai danger. Malgré tout, il y a quelque chose qui fait que ça peut... Il faut se mettre dans un état, il faut pouvoir arriver et accepter de se mettre dans un état qui
qui permettent de voir qu'il n'y a pas de vrai danger. Et puis, il faut reconstruire le chemin avec des nouveaux outils pour accéder à cette pensée-là. Et une fois qu'on peut accéder à cette pensée en disant oui, d'accord, mais il n'y a pas de vrai danger, il faut accepter l'irrationnel de l'autre. Quand il arrive avec des peurs, on ne peut pas lui dire mais non, mais tu ne peux pas ressentir ça. Non, il ne peut pas être faux dans son ressenti. Il ressent cette peur. Elle est chevillée à son corps, elle le tétanise, elle le plaque au sol. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, et puis il faut l'aider à dompter cette peur. Et comme les crises d'angoisse, quand elles arrivent et qu'elles sont là, il faut l'aider à la voir arriver là, ok, mais la prochaine fois, tu la verras là, et puis là, et puis là, et puis là. Et plus tu vas pouvoir anticiper cette peur, plus tu vas pouvoir la faire fondre. Est-ce que tu as justement un outil à nous partager pour ce genre de peur? Par exemple, ça peut être la peur de... Ce truc que vous avez beaucoup les comédiens, c'est le trac sur scène. Toi qui montes sur scène encore, je ne sais pas si tu as du trac. Si t'as le trac, je l'ai quand je suis devant un public d'adultes, j'ai le trac. Et là, dans ces cas-là, c'est des exercices respiratoires. Quand c'est devant un public d'enfants, je suis très sensible aux énergies. Et l'énergie des enfants est tellement forte que je suis obligée de faire des pompes avant de monter sur scène pour faire lâcher l'énergie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai trop d'énergie en moi. Ok. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Ça donne beaucoup d'énergie. Je fais de la méditation, donc j'essaie de contrebalancer. Donc mon hyperactivité, mon hypersensibilité font que s'il y a beaucoup d'énergie, comme l'énergie des enfants, qui est une énergie brute, forte, qui arrive comme ça, sans filtre, j'arrive derrière le rideau avant de monter sur scène. Elle est tellement forte, cette énergie, que je pense que je vais exploser. Donc pour balancer cette énergie, ou je fais des sauts sur place, ou je fais des pompes pour cramer un peu de cette énergie. Sinon, j'arrive, j'ai l'impression que je vais marcher à 1 mètre du sol, que je ne pourrais pas être suffisamment maître de moi pour gérer toute cette énergie. Donc, il faut que, comme une soupape de sécurité, que j'en fasse partir un peu. Voilà. Ok. Donc, l'exercice qui, à mon sens, est l'exercice le plus utile et l'outil le plus utile, c'est la cohérence cardiaque. C'est inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et le tout pendant 5 minutes pour revenir à un filtre émotionnel neutre. Et tu sais que moi, ça me stresse quand je fais ça. Moi, par exemple, quand je fais ça, comme j'ai une capacité, on va dire, pulmonaire assez importante, si je fais ça pendant 5 secondes, en fait, ça m'asphyxie, ça me rend pas bien. Donc, du coup, est-ce que c'est adapté à tout le monde, tu penses? Oui. C'est physiologique, hein, ça a été prouvé par les médecins. Oui. Il faut peut-être allonger le temps alors. Si tu as trop de capacité, peut-être plus de secondes ou moins de secondes. Tu sais, quand je suis en méditation profonde, je respire 1 fois par minute. Ok. Donc, voilà. Puis pendant 1 minute, plus rien. Non, mais j'ai une respiration par minute et je peux augmenter et je peux aller jusqu'à des apnées qui font 2 minutes. Donc, j'ai une bonne capacité pulmonaire. En revanche, si je vois qu'il y a une situation qui commence à m'échapper, je me cale sur ces 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Peu importe ma capacité pulmonaire. Ça va donner des indications à mes poumons, à mon cœur et à mon cerveau. Et ça, c'est physiologique. Okay. C'est un héritage parmi tout ce que nous a laissé David Servan-Schreiber. Ce n'est pas lui qui a inventé la cohérence cardiaque. Il l'a fait découvrir en France. Ça fait partie des choses qui sont physiologiques. Donc peut-être que quand tu l'as fait, il y a quelque chose d'autre qui vient parasiter ça. C'est absolument 5 secondes, ça ne peut pas être 7 secondes, 8 secondes, non. Il faut que ça soit... Non. En fait, les exercices, où on les fait, ou tu fais d'autres exercices. Cet exercice-là, c'est 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire pendant 5 minutes. Les personnes qui découvrent ça peuvent le faire 2 minutes, 3 minutes, mais l'idée, c'est de monter jusqu'à 5 minutes. Si on arrive à faire ça 5 minutes par jour, au moment où il y a un pic de stress, un pic émotionnel qui arrive, 3 minutes suffisent pour redescendre et pour dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes outils? Ok, mes outils sont là, j'ai toutes les informations, je peux réagir factuellement. » Voilà. C'est bien parce que c'est accessible à tout le monde, en tout moment et en tout lieu, finalement, la respiration.
La respiration, moi j'ai redécouvert la respiration et j'ai découvert la cohérence cardiaque quand j'étais en burn-out. Et Mhm. je pense que ça fait vraiment partie des outils qui m'ont sauvée et qui ont fait de moi une version améliorée. Je sais qu'il y a des choses qui ont été cassées pendant ce burn-out au niveau de la santé, au niveau physiologique, au niveau physionomique. Euh, et je sais ce que j'ai pu réparer, je sais ce que j'ai pas pu réparer. Mais par rapport à ce que mes médecins m'avaient prédit, je m'en sors bien. Ouais. Oui, il me semblait que j'avais vu dans un reportage que tu disais que tu bégayais, que tu avais du mal vraiment à Oui, avoir, enfin, ben, avant. j'avais perdu l'usage des jambes et j'ai perdu complètement l'usage de la parole. Et c'est revenu et je vois que souvent, tu vois, je peux avoir des latences, des temps pour trouver mon mot d'après. Mhm. Et je me suis dit, bah voilà, c'est la trace de ce burn-out, elle est là. Ça se voit Et pas. du coup, eh ben, je ralentis mon débit quand il le faut, j'essaye de me concentrer plus et de faire attention. Mais sinon, je bégayais et c'était vraiment difficile parce que tu n'es plus compris par les tiens et puis surtout, tu es dans une détresse épouvantable dans ces cas-là. Mm. Donc, j'ai pris le temps, j'ai même accompagné des gens qui sont venus me voir. Parce que ce qu'il y a de rigolo dans ma mission de thérapeute, on va dire, puisque pour reprendre ton terme de mission de vie, Ça t'a c'est parlé, que la ça. plupart de mes clients, oui, mais parce que c'est quelque chose en lequel je crois, la mission de vie. Je pense que notre mission de vie, c'est de trouver ce à quoi on est bon et ce pourquoi on est fait et ce dans quoi on se sent utile et à sa place. Ça fait Mhm. partie de tout ce cortège-là. Après, on le nomme comme on veut. Moi, j'appelle ça aussi le fil tenseur. Qu'est-ce qui fait que ton fil est tendu, ton fil de vie est tendu? C'est Mhm. quand tu te sens à ta place. Quand tu ne te sens pas à ta place, ça fait une forme un peu moche. Et je me suis retrouvée avec des gens qui viennent me voir en fait comme thérapeute parce qu'ils se reconnaissent dans mon parcours et qui se disent ben, tiens, elle a vécu ça, donc elle doit pouvoir m'entendre. Et j'ai cette différence-là avec d'autres thérapeutes dont on parle de bouche à oreille, mais pour leur professionnalisme, pour d'autres choses, mais en tous les cas, pas pour leur vie privée. Moi, ma vie privée, elle a souvent été étalée en long, en large, en travers et pas toujours avec mon accord. Mais ce qui fait que j'ai accompagné des gens qui avaient cette difficulté d'élocution et on s'est reconnus. Quoi. Enfin, moi, je les reconnais et je sais qu'ils viennent me voir pour ça. Et c'est des choses qui sont intéressantes, je trouve. Mais c'est super intéressant, et puis c'est surtout très inspirant, comme tu dis, enfin, c'est très inspirant pour les personnes que tu vas accompagner, qui te voient en fait, toi, t'être transformé. Et ces personnes qui avaient des problèmes d'élocution, c'était dû aussi à un burn-out, à un traumatisme, ou Oui, c'était de il y en base? avait certaines, c'était dû à des burn-out, d'autres à des traumatismes. Alors, c'est pas des traumatismes, je trouve que passé un certain âge, c'est compliqué de dire que ce sont des traumatismes à des violences telles subies qu'elles ont atteint des pics de stress tellement importants que ça a brisé quelque chose. Des violences qui ont brisé des choses, que ce soit de la violence psychique, morale, physique parfois, voilà, et ça laisse des séquelles. Et on peut pas réparer ça alors, tu Si on penses? peut réparer. Ok. On peut réparer, ou alors on peut se dire que si on ne répare pas exactement à l'identique, on prend un autre chemin et on essaye une autre voie. Voilà, si ce chemin-là est brisé, qu'on n'arrive pas à le réparer, eh ben on va aller sur un autre chemin parallèle et différent, mais qu'on va y mettre tout son cœur. Et la personne que j'ai suivie et les autres personnes que j'ai suivies là-dedans ont trouvé une autre voie parce que la solution est en eux et que moi, je ne suis là que pour les accompagner. Ouais. Je ne peux pas faire le boulot de la place. Et ça peut être aussi une force en fait, hein, parce que quand tu as un traumatisme, enfin peu importe le terme, traumatisme ou une difficulté dans ta vie, une fois que tu le transformes, tu deviens un exemple pour les autres et finalement ça devient un cadeau pour toi et pour les autres. Ça donne du sens aussi à sa vie parfois. Parfois, je pense que la mission de vie est liée à nos grandes difficultés, justement, à nos grandes blessures, à nos grandes difficultés, Oui, à... enfin, il y a des gens qui ont plus de missions que d'autres alors, hein, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment épargnés et puis d'autres qui vont vraiment cumuler les aléas de la vie, les accidents de vie. Tu crois qu'il y a Ça, vraiment c'est des quelque gens chose. qui accumulent que ce genre d'expérience douloureuse? Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont de la chance et je pense qu'il y a des gens qui sont plus en proie à des accidents de vie. Et oui, bien sûr. Oui, j'ai pas l'impression que tout le monde est égal avec ça.
On n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes privilèges, on n'a pas tous les mêmes lieux de vie, on n'a pas tous les mêmes parents. Et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir une santé fragile, donc qui vont cumuler plus d'accidents de vie, entre guillemets, au niveau de la santé, et puis d'autres qui vont être entourés de drames plus jeunes. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi depuis que je suis jeune, des décès assez violents. Et je vois que d'autres gens ont attendu d'avoir 30 ou 40 ans pour connaître les premiers gens qu'ils aiment, pour voir les premières personnes qu'ils aiment mourir. Ouais. Moi, Et c'est je pas me mon dis, cas, par exemple, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, c'est pas mon cas du tout. Donc, effectivement, c'est pas, t'as tout le pas monde. encore eu quelqu'un qui est mort et que tu aimais. J'ai eu C'est ma ça, grand-mère, mais c'est pas, ça n'a pas été une souffrance, dans l'ordre des choses, oui. mais c'est pas Oui, une souffrance, tu vois. oui. Mais par exemple, il y a aussi le parcours personnel, les maladies infantiles. Ouais. Est-ce que tu as passé du temps à l'hôpital quand tu étais petite? Tu vois, moi, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital quand j'étais petite avec des maladies lourdes, graves. Mhm. C'est que récemment que j'ai découvert à quel point elles étaient graves. Et tu dis, ben oui, ça fait partie des choses qui font que je suis une résiliente et que c'est pour ça que je suis tout le temps en train de me battre. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui nous formate chacun, mais je pense que à la base, on n'a pas tous les mêmes chances. Bon, c'est clair qu'on a tous un chemin de vie qui est différent, hein, ça c'est sûr. Et ça me parle beaucoup quand tu parles de violence et autres, parce que c'est des choses que moi j'ai vécues dans ma vie. Beaucoup de violence à la maison, avec mon père particulièrement. C'était très, très dysfonctionnel, on va dire, et très difficile. Et je pense aussi qu'effectivement, ça a été très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui parfois. Mais c'est aussi là où on puise sa force, en fait. Tu vois, dans ce genre de difficultés, dans ce genre d'adversité, en fait, quelle qu'elle soit, au final, je pense que c'est aussi là qu'on tire une force incroyable. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, Je pense que toi, tu as réussi à en tirer une force et que c'est admirable. Mais je pense que quelqu'un d'autre aurait pu être complètement brisé. C'est l'autre jour, j'étais avec un, un gars qui fait le même genre de métier que moi, et on parlait, et il me dit, tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je lui dis, moi, je ne suis pas sûre de cette phrase. Elle m'a beaucoup guidée longtemps, et aujourd'hui, je n'adhère plus à cette phrase. Parce que j'ai trop vu de gens, notamment à cause des confinements, par exemple, dernièrement, être totalement brisés et, et être en survie. Et ça les a pas tués, ça les a juste démolis. et qu'est-ce qui fait Donc, je pense que ça dépend des personnalités, ça aussi. ouais. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait justement qu'une personne va s'en servir comme tremplin et va arriver à faire des choses de ça? Et je prends vraiment tu sais, tous les exemples qui existent, hein, où il y a mon histoire où effectivement il y a la violence, mais il y a aussi d'autres histoires où tu as des parents qui ont perdu un enfant, tu as des Par familles. exemple, les parents qui ont perdu un enfant, moi j'ai des amis qui ont perdu un enfant Ouais. euh, récemment, il y a quelques années. Euh, ils sont en survie, Mm. ils sont, ils sont dans le deuil perpétuel, ils sont dans la souffrance perpétuelle. Il n'y a pas de résilience pour eux parce que c'est insurmontable. Et donc, ils sont en survie. Et, et je ne vois pas en quoi ça aurait pu les rendre plus forts. Et moi, en tant que mère, je ne vois pas comment ça peut rendre plus fort. Tu Alors, vois, et ouais. chacun ses épreuves. Et à ça, on ne peut pas dire que c'est de la malchance, c'est de la vraie malchance pour le coup. On ne peut pas dire bah ça oui, c'est arrivé parce que si ou ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a la chance qui est un gros facteur et qu'il y a des gens qui sont épargnés et d'autres qui ne le sont pas. Et moi, je suis là pour ceux qui ne le sont pas. Est-ce que tu penses que ça peut pas être aussi, alors chacun évidemment ses croyances, hein, mais qu'on choisit sa vie avant de venir sur Terre, que c'est des choses, ou que c'est peut-être destiné, je ne sais pas, mais que c'est pas forcément, même ce qui nous paraît aujourd'hui comme du hasard et de la malchance, ça peut être des choses qui sont sur notre chemin pour des raisons bien spécifiques. Tu crois pas à ça? Quand il s'agit de la mort d'un enfant, non, j'arrive pas à y croire. Il y a des choses qui sont tellement insurmontables et tellement difficiles que je pense pas qu'on est. Après, c'est chacun sa croyance, effectivement, et ma croyance à moi n'arrive plus à aller là-dedans. À me dire oui, j'ai une mission parce qu'il faut que je corrige ce qui a été fait dans la vie précédente et ceci et cela.
je crois qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Ça, j'arrive à y croire. Mais je ne crois pas qu'on est là et qu'on paye les erreurs d'avant à travers des drames et à travers des blessures. Et quand je vois des enfants, tu vois, je bosse pour une association qui s'appelle Léa. Mon amie qui a monté cette association avait 2 jumelles et il y en a une qui est décédée à 5 ans. Je ne vois pas ce qu'elle a pu faire aujourd'hui pour pouvoir payer à ce point-là. Je n'arrive pas à me dire oui, bah non, forcément, c'est un drame et c'est pour réparer ou pour. Non, pour moi, la vie est difficile. Pour certaines personnes, elle est beaucoup plus difficile. Pour d'autres personnes, elles sont simples et tant mieux pour eux. Et c'est pour ça que moi, je me mets au bord du chemin pour accompagner ceux qui le souhaitent à aller mieux. Voilà. Mais je n'arrive pas à croire à ça, qu'on répare son karma. Alors, pas forcément, c'est pas ce que j'ai dit, hein, mais c'est vrai que c'est des Qu'on croyances. répare, ou qu'on apprend et qu'on travaille sur certaines choses. Oui, ou qu'on choisirait, mais évidemment, ça, c'est pas des Alors, croyances. On choisit sa ça, vie, quoi. ouais, mais non, je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui peuvent choisir d'avoir des parents maltraitants et de se dire, bah, tiens, moi, dans la prochaine vie, je vais prendre des parents maltraitants pour apprendre quelque chose. C'est vrai que voilà, chacun a ses croyances et comme le terme le dit, c'est des croyances, donc c'est difficile Oui, de. bien sûr, bien sûr. Ah ben non, on ne peut pas être dans l'absolu. Donc Voilà. voilà, je pense qu'on verra Mais les choses après. Ok, et bah, du coup, pour peut-être terminer l'interview, Adeline, un dernier outil justement, dont tu parlais par exemple pour le track, pour les personnes qui ont le track avant de se représenter sur scène, ça peut être vraiment intéressant, ou avant de parler publiquement ou autre. Toi, c'est la respiration, donc c'est la cohérence cardiaque que tu fais? alors, quand c'est du trac, c'est de la cohérence cardiaque. Et puis, quand je vois que je suis trop agitée ou alors qu'il faut que je relance l'énergie, c'est un exercice de sophrologie qui s'appelle le polichinelle, où je suis debout et je saute, je saute, je saute, je saute. Et quand j'en ai marre de sauter, je m'ancre dans le sol et j'expire tout ce que j'ai dans les poumons. Voilà. Ok. Et comme si je me détachais de la place que j'arrive pas à prendre. Je sautille, je sautille, je sautille et paf, je m'ancre façon AK dans le sol pour reprendre ma bonne place. Et en général, je fais une espèce de son un peu guttural comme ça et je me réancre. Voilà. Et on sort du mental quand on fait ça aussi, non? Ça permet de sortir un peu de cette boucle du Et ben, mental. en fait, quand on est dans une boucle de ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir demander à son esprit, à son corps de se réunir pour lâcher le schéma qui ne va pas, que ce soit un schéma long, que ce soit un schéma court, que ce soit quand on part en torche un petit peu, pour se réancrer. Ouais. Et maintenant que tu as tous ces outils à disposition, est-ce que tu fais encore des crises d'angoisse parfois? Je ne fais plus de crise d'angoisse. Alors, depuis que j'ai fait mon burn-out, c'est-à-dire genre 11 ans, Il y a 11 puisque ans? ça doit faire 11 ans que je l'ai fait. Depuis 11 ans, j'ai fait une crise d'angoisse, ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est une crise d'angoisse que j'ai pu gérer très correctement, alors qu'avant, elle me mettait par terre. Alors, crise d'angoisse, donc c'est vraiment, tu disais, c'est de la peur qui est exacerbée, mais ça représente quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une crise d'angoisse? Alors, chacun vit sa crise d'angoisse à sa façon. C'est-à-dire qu'il y a autant de crises d'angoisse, par exemple, que de personnes. Il y a des gens qui vont hyperventiler, qui vont limite faire un malaise vagal, en tous les cas, genre une syncope parce que ça ne va pas. D'autres qui vont se mettre à pleurer, d'autres qui vont se mettre à transpirer, d'autres qui vont se mettre dans des états catatoniques. Enfin, vraiment, c'est très, très différent. Et ce qu'il y a de difficile avec la crise d'angoisse, c'est que comme elle n'est pas grave médicalement, la plupart des médecins disent non, mais c'est pas grave. Vous n'allez pas en mourir. On ne peut pas en mourir, mais ça peut largement pourrir la vie. Oui, ça j'imagine. Et du coup, le fait de pouvoir avoir des outils pour lutter contre les crises d'angoisse, savoir les accueillir, savoir les voir venir, les accueillir et les faire fondre petit à petit pour pouvoir les surmonter, c'est très intéressant. Donc, il y a autant de crises d'angoisse que d'angoissés, finalement. Chacun à la sienne. D'être humain sur cette terre, peut-être. Mais Peut-être oui, pas, mais tu sais, c'est comme quand on disait aux gens, non mais attendez, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Oui, pour machin et machin, mais un tel, non. Donc, je crois beaucoup on est tellement tous différents. Et je vois dans tous mes clients que j'ai, je n'arrive pas à faire de généralité.
Ce que j'arrive à voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal. Ce que j'arrive à voir, c'est que quand on n'est pas entendu, on va encore plus mal. Et que parfois, il suffit d'être accompagné de la bonne personne ou d'être écouté par la bonne personne pour se sentir vivant et pour sentir que oui, on peut raccrocher les wagons. Voilà. Et quel genre de personnes, justement, toi, tu accompagnes? Quels sont... Alors, une grande majorité de femmes. Oui. Et puis des gens qui ont des femmes qui ont des pathologies, non, qui ont des objectifs assez variés, mais il y en a pas mal qui viennent pour du stress, pour des burn-out, pour des traumatismes de violences faites aux femmes, des choses comme ça. Et puis après, je suis des gens aussi dans des sociétés. Tu vois, je vais, par exemple, j'ai fait des accompagnements après les grands espaces de confinement et de télétravail, pouvoir redonner du lien. Je vais dans des boîtes aussi pour les aider à gérer le stress, les émotions. D'autres boîtes pour les accompagner pour faire les prises de parole en public, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des choses très différentes. Et puis, j'arrive pour ça, et puis on me dit, et quand je parle avec l'ange, finalement, c'est pas cette problématique-là, il faut la décaler un petit peu pour tomber juste. Et est-ce qu'il faut être en face à face, venir chez toi, ou est-ce qu'on peut aussi travailler à distance avec Zoom Je reçois beaucoup, alors ça dépend des missions. Il y a des missions où les gens viennent, enfin des accompagnements qui se font face à face, et d'autres qui se font en visio, et puis d'autres qui se font en groupe. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, et la méthode est vraiment fiable dans la mesure où qu'elle soit faite en visio ou qu'elle soit faite en face à face, ça fonctionne. Ok. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, pour les personnes qui veulent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver, je pense que le mieux, c'est que tu mettes mon adresse mail quelque part. Ok. adeline.blondio@wanadoo.fr, une adresse mail vintage. Super. Et du coup, tu voudrais clôturer par quelque chose? Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin, pour les personnes qui veulent, je sais pas, qui ont envie d'avoir une vie pleine de réussite, de succès, de bien-être? Pour les personnes qui ont envie d'avoir une vie qui leur ressemble, et je pense que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. De lâcher ce qu'on connaît bien, même si c'est douloureux, pour essayer de se projeter dans autre chose. Donc ça se prépare. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile à faire. Et une fois qu'on a fait ce premier pas, moi j'ai fait le premier pas professionnel, et puis j'ai fait le second pas géographique, et puis j'ai ouvert des gîtes où je rencontre des gens, des gîtes insolites, donc des choses qui me ressemblent aussi, je trouve, d'être dans sa cohérence, de trouver sa cohérence. Même si elle n'est pas cohérente pour les autres, c'est pas grave, mais de trouver sa cohérence sans se raconter l'histoire. Déjà, commencer à faire le tri dans ce qu'on raconte aux autres à propos de nous, mais de ce qu'on se raconte à soi à propos de nous-mêmes. C'est ça. Et pas avoir peur des changements, peut-être? Parce que tu as quand même changé à plusieurs reprises de carrière. Est-ce que tu as eu beaucoup de... Ne pas avoir peur, c'est facile de dire aux gens, n'ayez pas peur. C'est sûr. Donc, parfois, c'est aussi faire un travail sur les valeurs, sur les besoins, savoir où on se trouve et savoir quelle est la meilleure solution pour nous. Voilà. Et la prise de risque, il y a des gens qui vont arriver à en faire des prises de risque, et puis d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal à le faire. Donc, ils ont besoin de coachs comme toi, ou de sophro comme moi, ou d'autres thérapeutes en thérapie brève. Voilà, c'est chacun sa façon de faire. On ne peut pas tordre le bras aux gens pour qu'ils aillent mieux. Ça n'est pas possible. Il faut que la flamme parte d'eux-mêmes. C'est ça. On est tous différents, comme tu le disais aussi. Oui, mais charge à eux de trouver où est-ce que ça flambe, où est leur flamme, et qu'est-ce qu'elle raconte. Et parfois, il faut aussi arriver à faire le silence à l'intérieur de soi pour être à son écoute. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Aline. C'était un vrai plaisir de t'interviewer. J'espère que vous avez... Comment? Merci à toi, Elena. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé l'interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter
Et je vous dis à très vite pour d'autres interviews, pour d'autres vidéos. Et comme vous le savez, vous avez toujours un lien sous chaque vidéo pour vous inscrire à une session Déclic si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble en coaching. Merci Aline, à très bientôt. Et on te reverra encore du coup sur scène au théâtre, c'est ça? C'est le théâtre maintenant. Là, ce sont des spectacles pour enfants que je fais. Ok, J'ai 2 ou 3 spectacles pour enfants qui tournent. Et puis sinon, bah, je continuerai mes vidéos et mes lives sur Instagram. Voilà. ok, super. Et est-ce qu'on te reverra à la télévision ou au cinéma un jour? Je ne sais pas. Peut-être. Ce sera la surprise du coup. Ah oui, Surprise du chef. je ne sais pas. Ok, merci à toi.